and takeoff. Press set. 80 knots check. Ça prend pas de temps, bonsoir, de Tango 3, il y a 0 gauche et attendez. Et bien bonsoir, de droite et monteur de attends, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route share flight number 8401 to London Heathrow. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir ce soir. C'est une première pour moi. Bienvenue à la zone aéro. Alors, qu'est-ce que la zone aéro, me direz-vous? Vous êtes étonné de ne pas voir Sébastien? Moi aussi, il n'est pas là. Il m'a lâché. C'est moche. C'est comme ça. Alors, j'espère que tout va bien. Nous, on a bénéficié aujourd'hui d'une météo formidable. Le temps idéal pour voler, pour piloter. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, c'est le thème aujourd'hui. On va parler de quoi aujourd'hui? De quoi? Eh bien, je vous le dis. On va savoir ce qu'il faut faire pour piloter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit être absolument fort en mathématiques? Est-ce qu'on peut passer, je ne sais pas, par des filières de l'armée, par exemple, ou voler un avion et puis s'essayer soi-même, un petit peu comme ça? Parce que moi-même, je suis pilote. On dirait pas comme ça, mais je suis pilote. Je ne peux pas dire la compagnie parce que c'est une compagnie nationale très importante, bleu, blanc et rouge. Sébastien, qui devait être là, va sans doute arriver quand il le voudra. Il vous énoncera le plan de vol, bien entendu. Et on... Hein? Ah bah ça y est. Il était temps quand même. Ah oui, hein. oui, oui. Moi j'ai démarré là, Sébastien. Moi tu me dis tac, moi je... Oui, j'ai vu justement. Alors bon. J'étais là, mais... Qu'est-ce que tu faisais derrière ça? Ben, je cherchais. Tu cherchais. Je cherchais. Il cherche. Sébastien est quelqu'un qui cherche. Voyez. Très souvent. Et il est instructeur et il cherche. Très souvent. Voyez. Merci en tout cas pour cette présentation. Mais je t'en prie, Sébastien. Bienvenue à toutes et tous. Mais bien entendu, bienvenue. Soyez les bienvenus dans la zone. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue Mister Simu, qui a d'ailleurs une chaîne fort sympathique dédiée à la simulation. Je vous invite à aller faire un petit tour si vous aimez. D'ailleurs, il y a un nouvel avion qui a été testé, le 737, qui vient d'être fait. Salut Meute 159, salut Nico, notre ami Nicolas du côté d'Agen. Bienvenue Crazy Beats qui est là aussi, Seb 59 RX comme d'habitude. Oh bah oui. Voilà, j'ai vu Fred également. Et merci à Aviateur 59 qui a pris un abonnement tout à l'heure. Ça nous fait très plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à faire comme Aviateur 59, prenez votre abonnement et nous, ça nous aide un petit peu à continuer à mettre ça en place. Il faut s'abonner. Voilà, Claudie 1521, Monsieur Alex, bonsoir à toi, bienvenue. Et Aviateur 59, encore une fois, bienvenue dans le chat et merci pour ton sub. Alors, quel est le plan de vol, Sébastien? Alors, le plan de vol, on va l'aborder tout de suite. Juste avant, merci à Jean d'être avec nous, qui va nous accompagner durant cette émission. Évidemment. Jean, vous l'avez peut-être vu sur vos petits écrans, sur certaines émissions. Oui. Voilà. Oui. Et Jean est un passionné d'aviation. C'est une des raisons pour lesquelles il nous a rejoint aussi, entre autres, ce soir. Et Jean, comme c'est un passionné d'aviation, ça fait plusieurs fois qu'on discute et qu'il me dit comment est-ce qu'on fait pour apprendre à piloter. Voilà. Quels sont les cursus? Est-ce qu'il y a des idées reçues? Je lui ai dit, bah, ça tombe bien, on en parle mercredi, tu viens et on en discute ensemble avec les gens sur le chat, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui auront rencontré des écueils, qui seront peut-être confrontés à une difficulté ou à des questions. Les pour devenir mathématiques. pilote, par exemple. Et donc on va essayer de dégrossir un petit peu tout ça ce soir tous ensemble. Pas seulement pour faire que du pro, mais peut-être aussi pour faire, on va dire, un PPL classique, de l'amateur, enfin pour les passionnés, quoi. Absolument. Voilà. Des lunettes par exemple, effectivement. On va aborder tout ça, voilà, mais évidemment, comme d'habitude, on va déposer nos petites séquences, notamment la première séquence, le plan de vol de l'émission. Et ce plan de vol de l'émission, eh ben, on va faire comme d'habitude. Donc c'est parti, dépôt du plan de vol. Et le dépôt du plan de vol de l'émission, et merci à Mister Simu pour le sub niveau 1, tiers 1, merci à toi pour le soutien. Le plan de vol de l'émission, on l'affiche tout de suite, l'actualité du terminal, la séquence traditionnelle, avec 4 petites choses aujourd'hui.
Voilà, on va aborder 4 petits thèmes différents, un peu centrés sur Boeing, donc les amateurs d'avions de ligne, ça devrait vous plaire. Ensuite, on parlera justement de la séquence dont on a parlé tout à l'heure, à savoir comment devenir pilote, que vous soyez amateurs éclairés, volontaires pour passer un brevet de pilote privé en France, emmener vos amis, votre famille, vous balader, rejoindre différents aéroports ou aérodromes. Vous pouvez le faire avec un PPL. Est-ce que vous voulez aller plus loin, rentrer plus en détail dans une formation professionnelle, apprendre à travailler à plusieurs dans un cockpit? C'est ce qu'on verra aussi. Et puis les différentes temps ça met, voilà, par exemple, les prix, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme bagage. On va aborder un petit peu tout ça et vous verrez, vous serez actifs sur le chat puisqu'on va faire ça un petit peu sous forme de quiz interactif. Il y en aura un au début de l'émission, avant la séquence, avec les idées reçues, et on en verra un à la fin pour évaluer un petit peu votre niveau d'analyse, de logique, et puis savoir si tout simplement vous êtes fait pour ça ou pas. Ça serait une bonne question. Et puis enfin, évidemment, la séquence remise de gaz pour aborder tout ce que vous voulez dans l'émission ou autour de l'émission sans aucun problème. Voilà pour le plan de vol de l'émission. Ça me va. Et ben dans ces cas-là, on va attaquer tout de suite avec la première séquence, c'est l'actualité du terminal. Et on va démarrer tout de suite l'actualité du terminal avec, je vous l'ai dit, un petit tour du côté de Boeing. Boeing dans la tourmente. Alors pourquoi Boeing dans la tourmente? Puisque des programmes sont en retard sur pas mal d'avions, pas mal de modèles. Boeing fait face à une crise de la certification, notamment due à une défiance de la Fédération de l'aviation américaine. Vous savez qu'il y a eu des soucis, notamment sur le 737 MAX, il y a quelques temps, et tout ça a engendré du retard, notamment sur les livraisons d'avions. Les 737 MAX donc, sont en retard de livraison. Vous avez également des problèmes sur les 787, qui ont des problèmes de certification. Les premières pièces, il y a des pièces défectueuses. Les premiers modèles devaient être livrés cette année en 2023. Non, ils devaient être livrés en 2023 et vont être repoussés à 2024. Donc c'est pas des très bonnes nouvelles pour Boeing. C'est un recul d'à peu près 1 milliard de dollars sur ce qui était prévu au départ. Vous avez également le 777X, donc le nouveau 777 qui était censé arriver rapidement, et là ils sont même sur le point de se demander déjà, donc ils vont décaler le projet. Ils vont le reporter d'au moins une voire plusieurs années, mais surtout ils vont même se reposer la question si économiquement ils vont être capables de l'emmener au bout, ce 777X. Pourquoi justement des soucis de certification notamment? Tout simplement parce que la Fédération de l'aviation américaine a décidé que maintenant ce serait plus Boeing, suite à tous les soucis qu'ils ont rencontrés, qui inspecterait leurs avions en sortie de chaîne, et maintenant c'est eux-mêmes qui le font. Voilà. Donc ce qui incombait au départ à Boeing n'incombe plus à Boeing, du coup, relève de la Fédération américaine, donc voilà, et ça prend du retard. Sachez aussi que Boeing vient de faire quelque chose d'assez unique dans son histoire, puisque il vient de transférer son siège social de Chicago à Arlington en Virginie. C'est du jamais vu, puisque historiquement le siège de Boeing a toujours été du côté de Washington, et la raison officielle c'est tout simplement de le rapprocher des autorités politiques, donc du côté de Washington, mais également plus proche du ministère de la Défense, parce que vous le savez, Boeing est partie prenante aussi dans les affaires d'État au niveau de l'armée de l'air, notamment américaine, depuis évidemment des années. Projet de création donc d'un centre de recherche et de technologie du côté de Washington. Donc il y aura au final 3 grandes entités pour Boeing. La première, ce sera à Seattle pour Boeing Commercial Airplanes. Générique. On aura Plano dans le Texas pour le Boeing Global Services, quelque chose de plus générique et qui va relever un peu plus de la maintenance générale. Et enfin, Arlington en Virginie, ce sera Boeing Defense, Space and Security. Voilà donc pour les futures orientations données par le constructeur américain.
Le sujet suivant, on reste un petit peu chez Boeing, on va parler un petit peu d'Airbus aussi. C'est une nouvelle solution qui a été certifiée maintenant et qui a même été testée. C'est ce qu'on appelle la solution EFVS de Collins Aerospace, qui fait partie du groupe Raytheon Technology. Et en fait, cette solution EFVS, vous le voyez sur l'écran d'incrustation, c'est en fait une augmentation de la réalité virtuelle d'informations données aux pilotes. C'est un peu l'équivalent d'un HUD, d'un avion de chasse, mais dédié aux avions de ligne, pour faire simple. Hein. Et ben en fait, Collins Aerospace a indiqué qu'il allait installer ces équipements de série sur les Boeing 737 NG et sur les futurs 737 MAX qui sortent de chaîne. Le système il est basé sur un ensemble de capteurs, hein, donc système multicapteur, multispectro très exactement, EVS 3600, qui comprend des caméras infrarouges qui vont permettre de repérer des objets par leur signature thermique, mais aussi faire un mélange avec la lumière qui est visible et tout ça concentré sous forme d'un head-up display, donc un viseur tête haute un peu, je vous le disais, comme dans les avions de chasse, ça existe déjà, mais là on arrive quand même sur quelque chose de encore plus technologique, de plus abouti. Sachez que Airbus a mis des options aussi là-dessus, puisque il y aura une option de l'EFVS qui sera proposée sur les futurs, enfin les prochains 320 Neo qui pourront prendre donc cette technologie-là en option. Est-ce que nous nous dirigeons vers une pénurie d'avions en 2023? Bonne question. Effectivement, selon le Air Lease Corp, qui est un des plus gros loueurs d'avions de ligne dans le monde, il y aura une pénurie possible, notamment due à une production, notamment chez Airbus, vendue jusqu'à 2026. Donc les avions qui seront fabriqués jusqu'en 2026 sont déjà achetés. Donc cela réglé, il n'y en a plus. Et puis évidemment, on vient de le dire, il y a des retards sur notamment les 737, ce qui fait que le secteur moyen courrier va être considérablement impacté. Il va falloir faire face à tout ça. Il y a des attentes fortes sur d'autres types de modèles, je pense par exemple au 321 XLR, et il y a des inquiétudes aussi sur, on en parlait tout à l'heure, le 777X, à savoir est-ce qu'ils vont poursuivre le programme ou non, et si on mélange un peu tout ça, eh ben, on peut se poser la question de savoir si on aura encore suffisamment d'avions de ligne dans les 3-4 prochaines années. On va voir comment finalement le marché s'en sort. Et la dernière petite séquence, c'est un petit fait divers qui s'est passé aux États-Unis avec un débarquement turbo d'un passager. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. On en a parlé un tout petit peu. Le monsieur qui était à bord de l'avion, hein, c'était donc on va dire un vol tout à fait classique, et le monsieur était un petit peu pressé de vouloir descendre, et en fait il a été arrêté après avoir ouvert la porte de secours qui était au niveau de l'aile. Il est sorti par cette porte de secours, il s'est laissé glisser sur l'aile, il a fini sur le tarmac. L'avion c'était un Boeing 737-900ER, et évidemment vous doutez bien qu'il a été interpellé assez facilement, et ce sous les yeux un peu médusés des passagers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur de 54 ans avait un comportement bizarre depuis le début du vol. Le personnel de cabine lui a notamment refusé de lui servir une boisson alcoolisée. Donc on peut penser qu'il en avait un petit peu avant. Et puis, il a parlé tout seul, de manière assez régulière, récurrente, sur tout le long du vol. Donc un petit peu bizarre. Et alors, le plus drôle dans l'histoire, c'est que ce monsieur ne sera pas poursuivi. Il ne sera pas poursuivi par les autorités fédérales. Pourquoi? Parce qu'en fait, figurez-vous qu'il n'y a aucune indication sur la porte ou sur l'aile de l'avion qui indique que c'est un crime de l'ouvrir au roulage et de marcher sur l'aile pour descendre de l'avion. Et comme il n'y a rien d'indiqué, eh ben on ne peut pas l'attaquer ce monsieur. Voilà, donc c'est le petit côté humoristique américain de l'histoire. Voilà, ça arrive. Donc espérons que ça n'arrive pas chez nous, puisque du coup, le débarquement a pris un petit peu de retard. Voilà pour la rubrique de l'actualité du jour. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à le faire évidemment dans le chat. Et puis, si vous êtes d'accord, eh bien, on enchaîne par la séquence suivante, le sujet du jour. Hein. Ce sera donc la séquence théorie du coup avant la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour devenir pilote? Quelles sont les différentes filières? Et on va en discuter tous ensemble. C'est parti! La théorie avant la pratique, il faut que je remette la bonne caméra, voilà, c'est celle-ci, et j'enlève
le sommaire. Donc pas de réaction visiblement sur le chat. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais dire. La semaine dernière, je vous ai incité à discuter sur le chat et je m'en excuse platement, mais je me suis rendu compte, enfin on m'a reporté en fin d'émission que le chat était verrouillé et ouvert uniquement aux abonnés, ce qui n'était pas du tout, mais pas du tout prévu. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Le chat est évidemment ouvert à tout le monde. Ce qui veut dire que n'hésitez pas à parler dans le chat. Normalement, c'est déverrouillé. Donc théoriquement, si vous envoyez un message, on est censé le voir ici. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Au moins, c'est rectifié. Donc avec mes excuses en tout cas. Ça l'est. Voilà, c'est le cas. Bien. Eh bien, écoute, on va attaquer sans plus attendre, mon cher Jean, étant donné que j'ai préparé un petit quiz que je vais aller chercher rapidement. Déjà, j'aimerais poser, ce plan de vue est très bien, on voit tous les deux. Bah, c'est un peu l'objectif. C'est le but. C'est le motif, c'est l'objectif de la séance. Déjà, j'aimerais vous poser... Qui a dit ça? Fingergold. Fingergold. Eh bien, bravo Fingergold, parce que vous êtes, comment dirais-je, observateur. C'est ça. Déjà, j'aimerais poser une question dans le chat. Ben oui. Allez, combien d'entre vous ont à minima un brevet de pilote privé ou plus? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Comme ça, déjà, on lance un petit sondage et on voit un petit peu de ce qu'il en est. Ils ont combien de temps pour répondre? Là, maintenant. Ah, donc il faut répondre on va tout dire, de suite. voilà, en 1 minute. Tout le monde doit répondre. Combien parmi vous ont un brevet? Il y en a chez qui je le sais, évidemment. Mais c'est pour que tout le monde ait aussi un petit ordre d'idée. N'hésitez pas dans le chat à nous dire est-ce que, ou alors est-ce que vous êtes en train de le passer? Ça compte aussi pour comme si vous l'aviez déjà. Ou en gros, est-ce qu'il y a des gens qui ont prévu de le passer mais qui n'ont pas encore démarré? Comme toi, Jean, par exemple. Moi, par exemple. Alors, dites-nous tout. Oui, in progress. Parfait. PPL, CPL, Mister Simu. C'est pour savoir, parce que comme tu fais des trucs assez poussés au niveau de la simulation, parce que j'ai pu voir ça à plusieurs reprises, c'était pour savoir à peu près où t'en étais. Aviateur 59, un jour peut-être, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Ben oui. Ah justement, c'était une de mes questions, ça, oui. Ah, d'accord. Non, mais prévu pour 2056, Dave. Ça m'étonne pas. Mais ça sera plus tôt que ça, Dave, tu verras. C'est un peu loin. CEP 59, ULM en cours. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, il y a des ULM qui sont aussi performants que des avions. C'est le même brevet? C'est pas le même brevet, exactement. Il est plus facile, peut-être un peu celui-là. Non, on peut pas dire, on peut pas parler de facilité. Peut-être plus facile que d'accès. Voilà, ouais. Voilà, d'accès, ouais. Ok, bah, écoutez, merci à tous pour vos réponses. Donc on a quand même des gens, Fred, oui évidemment, bien sûr. Donc il y a des gens qui ont des brevets, d'autres qui ne l'ont pas. Et bien écoutez, on va répondre ensemble déjà à une première petite série de questions si vous le voulez bien. Je lance le quiz. Alors l'objectif de ce quiz là, ça va être déjà de savoir un petit peu, essayer de casser en fait les idées reçues qu'on peut avoir sur le fait de devenir pilote. Est-ce que c'est possible ou pas et comment? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer de lancer le quiz théoriquement, hop, voilà, sur la droite, hop, donc c'est ici, la droite de votre écran, par là. Hop, que je montre là, par ici, là, toc. Vous allez avoir un petit icône qui s'appelle QuizKit, qu'il faudra activer pour pouvoir répondre aux questions qui vont être posées, qui vont se dérouler sur l'écran. Et pour y répondre, vous pourrez cliquer sur l'écran et ça enregistrera votre réponse. Donc Jean, toi tu pourras lire les questions, mais tu pourras répondre une fois que tout le monde aura répondu. Absolument, si je connais la réponse. Parce que si tu connais la réponse. Voilà. Et Jean, comment a-t-il commencé? Justement, on va en parler. Ah! Donc déjà, activez votre QuizKit sur le côté. Activez le QuizKit. Et comme ça, tout le monde va pouvoir répondre. Et en plus, je crois que vous avez la possibilité de mettre votre pseudo, donc n'hésitez pas. Comme ça, on arrive à s'y retrouver. Écoutez, on va lancer le quiz tout de suite. Voilà, hop, start quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, le premier quiz, c'est un vrai ou faux. Voilà, c'est pas un QCM, vrai ou faux. Donc, à vous de répondre. On lance tout de suite le quiz. Alors, c'est où le QuizKit? Le QuizKit, normalement, tu dois l'avoir en dessous, Nicolas, ou sur le côté.
et on doit cliquer sur l'application pour l'activer. C'est un petit icône qui s'appelle QuizKit, hein, tout simplement. Alors vous me dites, est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on lance le kit? Dites-moi, comme ça au moins tout le monde est prêt quand on va lancer le petit questionnaire. Yes, non, non. Regardez sur le côté, cherchez QuizKit. Des fois ça peut être dans les petites fenêtres qui sont à droite de l'écran de stream. QuizKit. Ou en dessous, ça dépend si vous êtes sur mobile, sur tablette ou sur ordi. Mais normalement... je sais Sinon, pas on peut les dire oralement et ils répondront dans le chat. Ouais. Si Bah, on le voit pas. l'idéal, c'est quand même d'activer, voilà, en dessus de The Last Follower, The Latest Follower. Regardez en dessous. Alors, si vous avez étendu l'écran, en fait, il faut installer. Oui, je crois, mais je crois que c'est assez rapide. Hein, il suffit de cliquer dessus en 2-2. C'est installé. Je vous laisse le temps encore, une ou deux minutes, de vous laisser le temps. Vous regardez en dessous, il y a la partie à propos, je crois. Et voilà, il faut activer l'extension et autoriser l'accès. Voilà, c'est exactement ça, SEP59. On active l'extension QuizKit et on autorise l'accès. Et comme ça, quand je vais lancer le quiz, ça devrait apparaître sur vos écrans. Est-ce que vous avez trouvé l'icône? Est-ce que tout est OK? J'ai vu que certains l'ont fait. Nico, tu l'as trouvé, Nico, ou pas? Oui, apparemment. Qui n'a pas trouvé? Aviator 59 n'avait pas trouvé. Meut donc a trouvé, visiblement. Je pense que vous avez aussi peut-être pu mettre vos noms, vos pseudos en tout cas. Comment on sait que c'est OK? Bah, si c'est activé, normalement, ça devrait s'afficher au moment où je lance le quiz. Là, il est prêt à être lancé. Donc, si tout le monde est OK, on va démarrer. Dites-moi si c'est bon pour vous. Comme ça, tout le monde participe et c'est cool. On peut faire des petites stats ensemble. Alors, bon. Il y a intérêt à bien répondre, hein, parce que... Ah bah là déjà, c'est... bon, vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué comme question, surtout si en plus vous êtes déjà pilote. Mais bon, sait-on jamais. On lance? On démarre? Je pense. Est-ce que tout le monde est prêt, c'est ça? Ouais, je pense que tout le monde est prêt. Allez, normalement, si il est activé, il doit y avoir des infos affichées à l'écran avec true ou false autour. Ça y est, j'ai la pression. Non, mais vous inquiétez pas, on est là pour discuter justement, donc il n'y a pas de souci. OK, finger gold, OK. Allez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous et on lance le premier quiz. Pour intégrer un cursus de pilote de ligne, il faut un niveau Bac plus 5, à minima Bac plus 3, avec une expérience dans le transport aérien. À votre avis? Normalement, vous avez true ou false, donc vrai ou faux, à vous de répondre. Est-ce que pour intégrer un cursus de pilote de ligne, il faut un niveau Bac plus 5, minimum un niveau de Bac plus 3 dans le transport? Ou pas? Alors j'espère que tout le monde a répondu. Je laisse encore 2-3 petites secondes. Et on valide. 10 secondes. Voilà, il y a 10 secondes. On se croit à l'Eurovision. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Il y a une pression. Sauf que ouais, il manque Stéphane Bern qui n'est pas là. On ne sait pas si Tu chantes à la fin de toute façon. Voilà. Merci. Dorian, bienvenue Dorian. Dorian qu'on aura très bientôt dans l'émission pilote de 737 chez Ryanair. Dorian. Et qui m'a dit qu'elle viendrait témoigner de son expérience de pilote de 737. Merci Dorian, bienvenue dans la zone aéro. Julien Lepers, ouais, non pas encore, il me manque quelques frisettes, je pense. Alors, on regarde la réponse ensemble. Alors, je pense que... Alors, 112, oui. Non, 248. Je rappelle la question. Pour intégrer un cursus de pilote de ligne, il faut un niveau Bac plus 5 à minima Bac plus 3. Donc la question, évidemment, c'est faux. C'était faux. Pour intégrer un cursus de pilote de ligne, un niveau Bac suffit.
C'est fou ça. Bah non. Tu vois, je pensais qu'il fallait d'abord avoir un bac scientifique, par exemple. Pas forcément. Alors ça aide d'avoir un bac scientifique pour l'esprit logique, on va dire, mais avec un niveau bac, on peut très bien donc c'est intégrer ouvert à tout le monde, hein, quasiment quoi. Ouais. Et level up pour Seb 59RX dans le rank voilà, qui passe rookie, bravo, niveau 16. On gagne combien si on répond tout bon? Tout notre respect et notre gratitude, mon cher Michael. Donc voilà, la réponse évidemment était non, un niveau bac suffit. Ok. Je pensais pas. Voilà. Nouvelle question les amis. La formation dure entre 5 et 8 ans selon les avions. Entre 5 et 8 ans? Voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi j'ai une idée. Donc là, on parle quand même de formation là, professionnelle. On est d'accord là-dessus? Ah, c'est pas pour le brevet par exemple, hein, ça? Alors ça sera pas pour le brevet, là on va dire que c'est pour en faire son métier, hein, puisque là on parle de formation, donc d'études, donc on sera plus sur quelque chose de professionnel. Donc la formation dure entre 5 et 8 ans selon les avions que derrière on va piloter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous laisse répondre, il vous reste 10 secondes pour miser et remettre on va dire les compteurs à zéro. Oui. 3, 2, 1... Ok. Alors, on va voir. Les gens répondent. Ok. Il y a pas mal de gens qui répondent. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. La formation dure entre 5 et 8 ans selon les avions. Ouh là là. Oui, non, oui, non. Ah bah vous voyez. Il a répondu oui. Hein. Ah non. Tu as répondu quoi? Là. Ah non, j'ai répondu non. La réponse est faux. Faux. La réponse est non, évidemment. Sur les cursus professionnels, c'est bien moins que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça dépend peut-être des écoles. Alors, effectivement, on peut avoir des formations qui sont plutôt longues. On en parlera notamment dans des formations militaires. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, on est formé pour être militaire. Et après, l'option pilotage, si j'ose dire, l'option de pilote de chasse de transport vient après. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que sont vendues, entre guillemets vendues, hein, les formations de pilotes militaires. Hein. C'est militaire d'abord et pilote ensuite. On en parlait tout à l'heure de passer par l'armée éventuellement. Ça peut être un cas, mais c'est un cas particulier parce que vous verrez encore dans ces formations militaires, il peut y avoir plusieurs voies pour accéder au métier de pilote. Donc 5 et 8 ans, non, c'est beaucoup trop. En règle générale, on est sur 18, 20, 24 mois en moyenne sur les écoles professionnelles en partant de zéro pour arriver à un niveau de pilote professionnel avec les qualifications qui permettront d'envisager un recrutement dans une compagnie aérienne. Ça ne veut pas dire que vous êtes qualifié et que vous allez vous retrouver directement aux commandes d'un avion, mais on va dire pour avoir le sésame de base pour être pilote de ligne. Voilà. Question suivante les amis. On enchaîne. Il faut avoir fait une classe prépa scientifique pour démarrer une formation de pilote de ligne. Et là, c'est bien marqué pilote de ligne. Pas professionnel, pas privé. Pilote de ligne. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et il vous reste 10 secondes pour miser les amis. Voilà. 3 secondes. Voilà la question. Pardon. Ouais, c'est les pollens de... Le pollen. Alors, il faut avoir fait une prépa scientifique pour démarrer une formation pilote de ligne, oui ou non? On va sortir les résultats. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Oula. Le non l'emporte. Carrément. Dirait-on. Et effectivement, c'est un peu long l'heure des comptes. Voilà. Effectivement, la réponse est non. La réponse est non. Il ne faut pas avoir fait de prépa scientifique. On disait tout à l'heure, un niveau bac suffit largement, mais il faut quand même avoir un petit esprit de déduction, un esprit vif, on va dire, pour les calculs. Être apte à... Enfin, calculer, c'est du calcul mental, hein, principalement. On ne demande pas des choses...
totalement extravagante, hein. C'est pas l'objectif, mais calculer rapidement, faire des petites opérations comme ça de tête. Et d'ailleurs, il y a des modules dans la formation d'augmentation de performance du calcul mental. C'est bien. Pour les pilotes, encore une fois, des pilotes professionnels. Pour des pilotes privés, il y a un petit peu moins besoin de ça, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus souple, bien que ça aide quand même. Hein. Donc on sait que pas besoin d'avoir un bac C. Non. Ni d'être une tête en ni bac en S, maths. ni prépa. Ni S, ni voilà. tout ça. Maths sup, maths spé. C'est un plus, c'est clair, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Petite question suivante. Je ne sais plus à combien de questions, il y en a 10 en tout. Je ne sais plus à combien on est, on doit être à 4 ou 5. Dans la 4e, ça va. 4e. En sortie de formation, je peux piloter des A320, des Boeing 737, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc évidemment, on est encore dans le cadre de pilote de ligne. Donc, Mais quand tu dis pilote de ligne, c'est dans le civil. Oui. C'est ça. En sortie de formation, est-ce que je peux piloter directement des A320, des Boeing 737? Donc je finis mon école, boum. Et hop, j'y vais. Je pense pas. Alors, on attend que les gens finissent de voter et on va révéler un petit peu les résultats, on va voir ce que ça donne. Ah. Alors là, on est... Là, ils disent oui. Là, oui. on est quand même bien dans le oui. Bon. Vous avez répondu, oui, 1356 contre 728, oui. Eh bien, la réponse est oui, bien sûr. Voilà. J'avais Donc, tout faux. on peut piloter des A320 ou des Boeing 737. Donc, le gars Mais, je vais peut-être mettre un petit mais. Oui. C'est que on va ressortir, si vous voulez, avec une licence de pilote professionnel, avec des qualifications de pilotage en équipage. Et en fonction de la compagnie sur laquelle vous allez aller, eh ben vous allez passer ce qu'on appelle un type rating ou une QT. Et la QT compte pas. Ben en fait, non, la QT, elle va être, si vous voulez, en plus au sein de la compagnie quelque part. Si vous n'allez pas avoir, je sais pas moi, une QT 320 chez une compagnie qui exploite que des Boeing 737. Ça n'a pas de sens. Donc la QT, quelque part, elle incombe ensuite au métier que vous allez choisir, donc de la compagnie que vous allez choisir et de l'avion sur lequel vous allez vous qualifier. Une compagnie locale qui fait que de l'ATR par exemple, eh ben, la qualif va être pour le métier de pilote de ligne, ou enfin pas commandant de bord, généralement ils sont déjà qualifiés, mais au moins un copilote dans cette compagnie-là sur cet avion. Donc en gros, effectivement, je sors de formation, je rentre dans une compagnie qui exploite des Airbus ou une compagnie qui exploite des Boeing, et ben, en ayant passé la QT avec eux, et ben, je peux me retrouver aux commandes d'un 320 ou d'un 737. Question suivante. Alors c'est marrant comme les questions sont tournées en fait. Hein. La formation pratique du vol aux instruments se fait uniquement sur des avions type jet ou turbopropulseur, donc des turbines qui entraînent des hélices. Voilà. Pratique du vol aux instruments, c'est fait uniquement sur des avions. Ah d'accord. Est-ce que, en gros, ça veut dire, est-ce que pour passer justement cette qualif de vol aux instruments, on utilise des avions des jets plus gros? Voilà, à votre avis. Est-ce qu'on met en situation professionnelle, on va dire, ou pas? En tout cas sur le type d'avion, je parle. Hein, je ne parle pas du contenu de la formation. Hein. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, ça arrive. Alors, je ne sais pas si le waiting for player, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que les gens votent ou pas. Ou est-ce qu'ils peuvent voter? Alors, voyons voir. La formation pratique du vol aux instruments se fait uniquement sur des avions type jet ou turbopropulseur. Ah bah, ils disent non carrément. Quoi. Sans équivoque. Sans aucune équivoque. Alors, il y a un petit peu de oui ici. Mais pas beaucoup, quand même. Et la réponse, évidemment, est non. Sinon, je ne vous raconte pas le prix des formations de pilotes. C'est sûr. Vous imaginez s'il faut faire un cursus de 50, 70 heures, voire plus, sur des avions jet ou turbopropulseur, je pense que vous pouvez faire un joli crédit et puis il va falloir travailler plus que 60 et quelques années pour pouvoir le rembourser. Donc évidemment, la réponse est non. Cependant, les formations qui vont être dispensées seront des formations qui seront orientées professionnelles, évidemment.
Voilà, on va appliquer dans des petits avions les mêmes techniques, les mêmes procédures que ce qu'on fait dans les vrais avions de ligne. C'est tout l'objectif. Question suivante. Ah, il faut au minimum 10 sur 10, sans correction aux yeux, pour intégrer une formation de pilote professionnel. À votre avis? J'ai mon idée. Eh bien, tu vas nous la donner juste après. On va voir ce que disent les gens. Donc, il faut au minimum 10 sur 10, sans correction aux yeux, pour intégrer une formation de pilote professionnel. À votre avis, les amis, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Et bonjour à Losta71, Loïc. Sois le bienvenu dans la zone aéro. Les gens sont en train de voter et on va tout de suite regarder un petit peu la tendance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah si, ça. Pour un moment, j'ai cru que... Ah mais oui, non. oui, c'est faux. Alors, il faut au minimum 10 sur 10 en correction aux yeux pour intégrer une formation de pilote professionnel. Vous avez en majorité répondu faux et évidemment la réponse est faux. 10 sur 10 en correction, non, il y a des pilotes de ligne, d'ailleurs vous avez peut-être vu qui ont des lunettes, oui. Donc ça marche très bien. À partir du moment où il y a une correction qui est faite, aucun problème. Normalement il n'y a pas de souci. Et pour ce faire, sachez que si vous êtes pilote privé, vous avez des visites médicales à faire, régulières, en fonction de votre âge. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, un médecin agréé va vérifier un petit peu votre état. Pas de mini sans correction, si, évidemment, il y a des mini sans correction, mais l'objectif, c'est d'avoir 8 sur 10, je crois, corrigés. En dessous, ça devient compliqué. Et avoir, évidemment, une paire de lunettes de rechange en plus que celle sur le nez, au cas où on perde ou on casse celle qu'on a sur le nez, sinon c'est problématique. Donc, effectivement, on parle toujours de corriger. Pas avant correction, mais après correction. Donc, par contre, si on n'a pas suffisamment, une fois qu'on a corrigé, ben là, ça ne passera pas. Hein, ça passera pas. Voilà. Si vous êtes professionnel, et ben en fait, c'est tous les ans. Tous les ans, vous avez une grosse visite de révision pour checker que tout va bien. Et la partie ophtalmo, la partie optique en tout cas, est quand même assez importante. Enfin, on y passe tous les ans d'ailleurs. Voilà. Question suivante. Une formation de pilote de ligne peut être payante ou gratuite en fonction du niveau du candidat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La question précédente, toi tu t'aurais dit quoi? T'aurais dit faux? Bien sûr. D'accord. Puisqu'on voit très souvent des pilotes avec des lunettes. Oui. Alors, une formation de pilote de ligne peut être payante ou gratuite en fonction du niveau du candidat, point d'interrogation. Qu'en pensez-vous, les amis? On vous laisse voter tranquillement. Alors, le résultat, hop, on lance. Voyons voir. Alors, la tendance. Ah, c'est mitigé. C'est quasiment 50-50. Ouais. Ah, c'est mitigé. 4452 contre 4960, avec une petite tendance supplémentaire sur le faux. Et c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors vous allez me dire, ouais, mais on joue sur les mots. Pas exactement. Différents types de formations en fonction du niveau. Pourquoi en fonction du niveau? Parce que si vous avez fait par exemple une classe de prépa ou une classe d'ingé, vous pouvez prétendre, pourquoi pas, à passer le concours de l'ENAC pour devenir EPL, élève pilote de ligne, donc l'école nationale de l'aviation civile, ENAC, et rentrer donc dans un cursus de formation de pilote. À peu près une vingtaine de places, 20-25 places sur 5000 et quelques candidats. Autant dire que la sélection est quand même assez draconienne et un niveau. Là, si vous rentrez dans cette formation-là, jackpot, puisque la formation, en fait, elle est gratuite. C'est une formation étatique, donc aucun problème. Et en plus, derrière, vous avez des chances de rentrer en compagnie assez facilement. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, on a dit qu'après le bac, on pouvait rentrer en formation de pilote, pourquoi pas? Aucun problème, on prend une école privée, on se débloque un petit budget,
Petit budget, comprenez par là 80 000, 100 000 euros, voire peut-être un peu plus en fonction de l'école que vous choisirez et des options, quelque part, qui vous seront proposées. Alors, options aéro, je ne parle pas de théâtre ou autre chose. Mais, évidemment, là, ce sera de la formation payante. Et la troisième filière, on en parlait tout à l'heure, ça peut être aussi la filière militaire, qui peut vous permettre de devenir pilote de chasse, de transport, par exemple, pour ensuite vous convertir quelques années après en sortie de carrière militaire dans le civil. Vous faites votre transformation et vous voilà pilote de ligne civil. Et vous n'avez pas payé votre formation. Ça, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est même mieux parce que si on suit une carrière militaire comme ça, on est payé pour être militaire. C'est ça. Voilà. Allez, petite question. Mais on doit rester plusieurs années dans l'armée quand même. Ah oui, il y a un contrat. Effectivement, il y a un contrat. Un pilote de ligne débutant gagne à minima 4 000 € par mois, voire plus, selon la taille des compagnies et je dirais même ou l'avion utilisé. C'est quoi là-bas? On dirait une petite araignée qui descend sur le... Ouais. Ah là voilà, elle est en vol. Et elle remonte. Bon, si vous voyez passer un petit truc devant, c'est une petite araignée, donc vous inquiétez pas, maintenant elle est sur le côté. Hop. Alors, à votre avis, est-ce qu'un pilote de ligne débutant gagne au minimum 4 000 € par mois, voire plus, selon la taille des compagnies et l'avion utilisé? J'en ai répondu, il l'a marqué. On ne le voit pas sur le chat. Non, on ne le voit pas. Alors, qu'en pensez-vous, les amis? Hop. On va regarder la réponse ensemble. C'est pas mal 4 000 € déjà. Dis oui. Ça permet d'acheter ça. Le salaire moyen est à 1008, je crois, en France. Ah oui. Ouais. Ça fait un peu plus. Faux. Bon, ah oui, là, voilà. Alors là, la tendance, elle se démarque. Faux 7538, true 698. Et la bonne réponse, évidemment, est faux. Pilote de ligne débutant, justement, ça serait présent d'en parler un petit peu avec Dorian à l'occasion, voir à combien elle a commencé, parce que c'est une question sérieuse. Et voir aussi si des pilotes sont en fonction, combien ils gagnent pour vous donner un ordre d'idée. Mais sachez que 4 000 €, c'est pas du tout ces sommes-là. Ça, on serait plutôt, alors je dirais pas sur la fin de carrière parce que ça peut monter un peu plus, mais déjà, oui, 4 000 € par mois, faut déjà avoir un certain nombre d'années d'expérience et ça dépend aussi des compagnies, bien évidemment. Donc non, en réalité, un copilote va démarrer peut-être vers 1500, 2000, 2500, après ça va dépendre des compagnies ou non. 4000 bruts peut-être, ouais, même encore 4000 bruts, c'est... ouais, pourquoi pas. C'est même déjà... Dans certaines compagnies, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais pourquoi... oui, voilà. Bien payé. C'est beaucoup. Oui, mais alors il faut mettre ça aussi en vis-à-vis de quelqu'un qui a payé sa formation 100 000 €. Il va peut-être falloir aussi qu'il finance son crédit. Donc du coup, bon an mal an, je pense que c'est quand même ce qu'il faut pour pouvoir rembourser. Vous imaginez 100 000 € pour une carrière, c'est quand même pas mal. Est-ce que le copilote de l'avion... Alors non, est-ce que le copilote pilote l'avion quand ils sont à deux dans le cockpit? Là, quand même, vous devriez avoir une réponse. Ouais. Est-ce que le copilote pilote l'avion quand ils sont deux dans le cockpit? Donc, commandant de bord, copilote. Oui. Lequel pilote l'avion? Oui, mais c'est pas tout le temps. Ah, c'est une bonne question. Si la question c'est tout le temps... Est-ce que tout le temps ou pas tout le temps? Non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Ah, voilà. Vrai. Oui. Alors oui, mais alors là c'est large. False 999, vrai 14 377. Et la réponse, bien entendu, est vraie. Est-ce que tu as mis il peut? Moi je mis il peut, parce que c'est pas tout le temps, bien entendu, donc il peut. Donc qu'est-ce qu'il fait en attendant? Il vaque à d'autres occupations que de piloter, il vérifie. Café, les autres... Non, pas le café, les écrans, je sais pas moi, le pilotage automatique, il vérifie, des choses comme ça, mais il pilote pas vraiment. Alors, très exactement, on va parler de PF
et de PM. PF Pilot Flying, PM Pilot Monitoring. Le Pilot Flying peut être le commandant de bord ou le copilote. Voilà. Et généralement, toutes les étapes, ça change. Ce qui fait qu'une fois, c'est le commandant de bord qui va piloter l'avion, piloter pratiquement, on va dire, et puis le copilote va cross-checker, donc superviser, enfin pas superviser, mais vérifier en fait toutes les actions et va travailler au bon déroulement du vol si vous voulez. Il pourra faire la radio, des gens confirmer. Voilà. Et sur l'étape suivante, on inverse. Et en fait, le copilote peut avoir les commandes, c'est lui qui pilote l'avion et c'est le commandant de bord qui devient le checker. PM, Pilot Monitoring. Voilà. Celui qui check. Et c'est tout l'avantage de pouvoir changer les rôles, plutôt qu'il y en ait tout le temps un qui pilote et puis l'autre à côté qui soit tout le temps en supervision, ça n'a pas d'intérêt. Donc très souvent on inverse et la charge de travail n'est pas la même non plus et ça permet toujours de garder une bonne synergie du cockpit et de bien travailler ensemble en équipe. Sachez que, je le précise aussi sous le contrôle de Dorian et d'autres personnes, que chaque fonction PM ou PF correspond à un domaine d'action bien spécifique à l'intérieur de l'avion. C'est-à-dire que le pilote ne pourra toucher que certaines commandes. Oui. Il annoncera quand il les touche d'ailleurs, pour que son collègue puisse surveiller qu'il a bien fait le travail. Et inversement, le domaine d'action du copilote, le commandant de bord pourra pas forcément, enfin le PF plutôt, ne pourra pas forcément y avoir accès. Donc voilà, c'est bien un travail, une répartition en fait de la charge de travail en fonction du domaine qu'on va utiliser sur l'avion. Ensuite, question suivante, ça prend du temps un peu ces questionnaires. Hein. Une visite médicale de pilote professionnel est obligatoire tous les 5 ans et conseillée tous les 2 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà. Visite médicale, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Ah, ouais. Donc c'est facile. On pourrait passer plus vite celle-ci, non? Ouais. Parce que tu l'as dit tout à l'heure quand même. C'est là on va voir aussi, est-ce que les gens ont suivi ou pas? Est-ce que vous suivez? Ou est-ce qu'ils ont mis l'écran S'il y en a qui se trompent, ça tu vois, pour voir le casque de la patrouille de France et puis... ou pas. Alors, voyons voir les réponses. Hop, tout le monde répond. Ok, et on va révéler un petit peu les résultats. Alors, rappel, oula, oui. Bon, c'est clair. Une visite médicale de pilote professionnel est obligatoire tous les 5 ans et conseillée tous les 2 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous avez répondu majoritairement faux, évidemment, c'est faux. Pour le pilote professionnel. Si c'est un pilote privé. Ah oui, alors? Eh bien oui, c'est tous les 5 ans, en dessous d'une certaine catégorie d'âge, après ça passe tous les 2 ans, etc. Mais professionnel, pilote professionnel, c'est une classe 1, classe médicale. Tous les ans, t'as dit. C'est tous les ans. Et c'est une prorogation. Donc tous les 2 ans, on proroge sa classe médicale. Donc voilà. Et si jamais vous la laissez expirer, on va dire plusieurs années, derrière, au bout d'un certain nombre d'années, je ne sais plus combien c'est exactement, je me demande si c'est pas 5 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça, il faut refaire en fait une admission complète. Alors que les prorogues sont quand même plus courtes. Ouais. Voilà. Il y avait sûrement aussi des suivis psychologiques aussi, non? Depuis, oui, depuis le crash de la Germanwings, voilà. Effectivement, on rencontre un médecin en fin de parcours qui va nous questionner et nous poser tout un tas de questions. Alors c'est quand même assez rapide, hein, c'est pas le divan de Chapier ou de Fogiel, hein, où pendant des heures on parle de ce qu'on ressent sur la vie, c'est pas le cas. L'aspect psychologique du pilote. Voilà, mais c'est quand même un petit peu regardé, c'est quand même analysé notamment effectivement depuis ce crash de la Germanwings. On regarde ensemble les amis les résultats. Oh là là, Claudie 15, 21, 54 000. Alors je ne sais pas à quoi correspondent du tout ces points, ce qui me paraît quand même assez curieux. Est-ce que vous avez joué des points de chaîne et que vous avez eu des scores? Parce que là Claudie il pète les scores. Hein. Carrément. Il est très loin devant. 060. Et le deuxième est à 800. Et Fingergold 852, qui n'est pas pilote, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Il n'est pas pilote. Bravo. Meute 159 420. Alors contestant 19, contestant 7, je ne sais pas qui c'est. La zone aéro 300, alors ça je crois que la zone aéro 300 c'est pas nous, c'est pas impossible que ce soit Michael. Voilà, ce sont des sous qu'on mise. Ah ben voilà, c'est ça. Donc en fait, tout ça pour dire que finalement Claudie 1521 est un joueur. Oui, puis là il a bien gagné quoi, visiblement. On est parti avec 30 coins qu'on a misé. Ben voilà. En revanche, on félicite pas le dernier. Contestant 17. Lamentable.
Contestant 17 là. Mais justement, on est là pour apprendre. On double sa mise à chaque bonne réponse avec un départ de 30. Une seule mauvaise réponse et c'est la faillite. Ah bah oui, d'accord. Attends, il est parti de 30 pour arriver à 54 000? Oui. Bravo. Bravo Alex. C'est tout. Bravo Alex. Alex, il est doué. Hein. Oui, oui, c'est ça. Quiz kit. Bien. Bien. Donc déjà, on a déjà répondu via ce quiz à pas mal de questions. Maintenant, on va partager ensemble l'écran suivant. Hop, je vais vous le faire apparaître. Et évidemment, tac, ici et... alors, où est-ce que c'est? Je ne le vois plus. Voilà, il est là et je vous affiche ça tout de suite. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Non? Ah, pourquoi il veut pas? Si je fais ça, ok. Non, vous le voyez pas? Non, vous avez rien à l'écran là. Hein. Mais tu es dans le noir? Pourquoi? J'ai une soif. Ah, tu regardes aussi? Je devrais vous faire afficher ça. Ah, c'est toi. En fait, tu m'as niqué avec ce QT là. Non, c'est pas ça. Ah oui, mais pas pris une. Ah voilà, c'est ça. Il est ici. Parfait. Sur un avion, quand tu finis, tu es qualifié pour... Quelle générosité, merci. Oui, bah écoutez, tout plaisir. C'est Seb qui rince, exact. C'est la zone aéro qui rince. Ah oui. Alors les amis, on parlait tout à l'heure des différentes carrières possibles, des différentes filières qui existent. On va commencer ici. On en a parlé rapidement sur les formations gratuites. Et la première on va aborder, c'est celle de l'École nationale de l'aviation civile, qui ne forme d'ailleurs pas que des pilotes, qui forme aussi tout un tas de métiers relatifs au transport aérien, sous couvert, on va dire, de cet organisme de formation étatique. Cette école nationale de l'aviation civile dispose de pas mal de centres qui sont répartis un peu partout en France. Il y en a dans la région parisienne, il y en a dans l'ouest, Biscarrosse et compagnie. Il y en a au centre France, du côté de Saint-Yan par exemple, plutôt dans l'est vers Grenoble. Enfin, il y en a un petit peu partout. Dans le sud, il y a Carcassonne, il y a Toulouse évidemment. Donc Au début, on le voyait, après, ah oui, ouais. Bah, en fait, ils sont passés de l'autre côté. Oui, après, je me suis assis sur la petite chaise. Est-ce que je peux couper ça ou pas? C'est ça, je crois. Ouais. C'est une bonne question. Alors attendez, je vous mets en pause 2 minutes. Hop. Là, parce qu'en fait, ils sont en train de parler de l'autre côté. À cause du pollen, je tousse. Alors, hop, j'interviens rapidement. Il faut que Jean, tu coupes ton micro, en fait, en appuyant sur le côté. Parce que là, bah oui. J'ai oublié le micro. C'est du live. Alors regarde, on appuie là. Regarde, tu vois, t'as un petit bouton là sur le côté. Qui est, il est où? Il est ici. Voilà. Et quand c'est jaune, c'est bon. J'aurais dû y penser. Une connerie de... Ouais, on entend tes invités. C'est ça. Donc, on reprend ce qu'on disait. Désolé pour le petit contretemps. Voilà, je reviens. Les aléas du direct, tout à fait. Donc, l'École nationale de l'aviation civile, vous avez un concours. Le concours, je ne vous cache pas qu'il est assez coton. Il y a assez peu de place pour beaucoup de candidats. C'est plusieurs milliers de candidats à chaque fois. Et donc, il faut s'y préparer. Il y a même des gens qui le tentent plusieurs fois. Et c'est quand même assez compliqué. Par contre, quand on rentre, c'est un peu jackpot. Parce que la formation, évidemment, elle est prise en charge intégralement. Mais en plus, vous avez la possibilité de voler sur des avions qui sont quand même des avions assez sympas. On commence sur du TB10, on passe ensuite sur du TB20. Donc, avion pas variable train rentrant, plusieurs centaines de chevaux. Donc des avions assez performants, et après vous pouvez passer sur des Baron 58 par exemple, qui sont quand même des avions bimoteurs qui sont puissants, qui vont très vite, 180 nœuds, donc c'est quand même assez sympathique. Jackpot, mais il faut bosser évidemment. Dans tous les cursus, il y a quand même une masse de boulot assez importante à fournir. C'est vrai que si on se pointe en disant « moi je suis juste les cours, je réponds aux questions et c'est terminé », c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc je vous ai partagé ça, les différents sites, hein, vous voyez, vous allez sur enac.fr, rubrique les formations, et vous voyez que vous avez des formations évidemment de pilotes, mais pas seulement. Vous avez, alors celle dont on vient de parler, c'est ici, hein, EPL, élève pilote de ligne, voilà, cycle préparatoire de la TPL, Airline Transport Pilot License, mais vous avez aussi tous les métiers autour de l'aviation, hein, donc Flight Dispatcher par exemple, et tout ce qui est contrôle aérien.
donc notamment les ICNA, ingénieurs de la circulation et de la navigation aérienne, et tout ce qui relate aussi de la maintenance, de la sécurité, bref. Évidemment, voilà, ça englobe tout un tas de choses. Donc ça, c'est une filière qui vous permet éventuellement de tenter votre chance, bien que si vous êtes au top, pourquoi pas. L'autre filière suivante, on va aller sur deveniraviateur.fr, qui est le site de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a Jean qui nous rejoint, voilà, qui arrive ici. Alors tu ne seras pas dans l'axe de la caméra puisque c'est celle-là. Absolument. Voilà. Tu as réactivé ton micro? Non, ah, c'était pour les lunettes. Oui, d'accord, ok. Donc sur le site de deveniraviateur.fr, vous aurez tout un tas d'infos qui vous expliquent comment devenir, par exemple, pilote de chasse ou navigateur officier système d'armes, NOSA. En gros, c'est la personne qui est derrière, qui n'est pas un copilote, mais qui va activer, gérer les systèmes d'armes pour donner un coup de main au pilote dans la réalisation de sa mission. Mais il n'est pas en charge de la conduite de l'avion, mais plus de la gestion du système d'armes. Pilote d'hélicoptère. Vous avez en dessous là pilote de drone, puisque maintenant l'armée de l'air et de l'espace opère avec des drones pour de la reconnaissance et tout un tas de choses. Donc il faut des pilotes qui sont au sol mais qui sont formés au même titre que les pilotes en l'air, on va dire. Et pilote de transport qui permet aussi de pouvoir emmener des gens, faire de la projection sur des théâtres d'opération. Donc différentes possibilités pour devenir par exemple pilote de chasse. Dans tous les cas, un pilote sera un officier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Contrat initial, vous voyez 10 ans, bac et plus. Plusieurs filières pour devenir pilote de chasse ou pilote plus général dans l'armée de l'air et de l'espace. La grande porte, c'est l'école de l'air, donc pareil, c'est un concours. Concours avec des classes préparatoires. On rentre dans l'école de l'air en sachant qu'au départ, on part pour être formé en tant que militaire. Et ensuite, en fonction aussi des résultats, des aptitudes qui sont détectées de la visite médicale, bien évidemment, parce que quand vous rentrez, vous n'êtes pas forcément directement apte pour ça, vous allez pouvoir demander à passer dans on va dire le personnel navigant et demander à intégrer au bout de 3 ans, je crois, il y a l'équivalent d'une école d'ingénieur, donc de l'armée de l'air et de l'espace, à Salon-de-Provence au sein de l'école de l'air. Et derrière, vous démarrez un cursus de pilote. Et évidemment, les gens qui font ça finissent officiers supérieurs, voire officiers généraux pour ceux qui font des carrières longues. Et donc c'est, on va dire, la grande porte. Et vous avez une porte un peu plus petite qui est l'équivalent de EOPN. EOPN, c'est élève officier du personnel navigant. Alors vous avez des reportages évidemment. Et ces élèves officiers du personnel navigant rentrent après le bac sur concours. Vous avez une sélection. Et ça se passe du côté de Brétigny-sur-Orge où vous entrez dans un centre, il y a tout un tas de questions, des sortes de simulateurs au sol et on va essayer de détecter un peu vos capacités pour voir si vous êtes capable d'être à la fois militaire mais aussi pilote militaire. Donc vous avez des entretiens, vous avez des évaluations psychologiques, vous avez des évaluations plus techniques de visualisation dans l'espace, etc. Et puis si tout se passe bien, vous allez signer votre premier contrat. Une fois que vous allez arriver en école, vous avez évidemment la fameuse classe médicale avant de signer votre contrat pour être sûr que vous soyez médicalement apte. Et derrière, vous démarrez votre cursus et vous pouvez retrouver à ce moment-là des gens qui ont fait 3 ans d'école à Salon-de-Provence pour démarrer en fait ce même cursus, puisque c'est à peu près la même chose. La différence, c'est que vous serez officier, vous pourrez monter à peu près jusqu'au grade de capitaine, voire commandant ou lieutenant-colonel, c'est quand même assez rare, plutôt commandant ou max. Et vous êtes sous contrat, c'est-à-dire que vous pouvez faire un ou plusieurs contrats de 10 ans renouvelables. Et si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez partir plus tôt, vous pouvez le faire. À la fin de vos contrats, soit vous renouvelez une fois ou 2 fois, ou sinon vous pouvez aussi partir dans le civil avec les qualifications que vous avez, et donc vous reconvertir. Donc, ces formations militaires-là sont des formations qui sont bien évidemment rémunérées. Donc non seulement on vous forme, mais en plus vous touchez de l'argent en tant que militaire, mais c'est une carrière de militaire. Donc il faut bien l'avoir en tête avec tout ce que ça implique autour.
Et puis évidemment, vous avez les 3 autres armes. Donc là, je vous ai mis la Marine nationale, puisque va sortir dans quelques jours maintenant le futur Top Gun 2. Donc on parlera du film et aussi de la Marine nationale. La Marine nationale propose également des postes de pilotes. Hein. C'est la même chose à peu près que dans l'armée de l'air et de l'espace, sauf que il y a la chasse embarquée. Il y a des hélicos qui peuvent être embarqués aussi. Enfin voilà. Et les cursus sont à peu près les mêmes de ce que je vous ai expliqué juste avant. Vous avez des sélections et à l'occasion on parlera avec notre ami Stéphane, que connaît bien Fred également, qui a été pilote sélectionneur entre guillemets. Il commandait l'escadron de la 51S je crois, qui permettait la détection, la sélection en tout cas des futurs pilotes de chasse. Sélection en vol. On en reparlera un peu plus en détail avec lui, mais sachez que également dans la marine, vous avez ces possibilités-là d'être formé gratuitement, entre guillemets, payé, sur des carrières militaires courtes ou longues, et pouvoir continuer des carrières une fois que vous avez terminé. Et ça sera intéressant justement d'en parler avec Stéphane à l'occasion. Rapidement aussi, avant de parler des quelques filières privées, ALAT, donc aviation légère de l'armée de terre, vous avez également un process de recrutement pour être pilote d'hélicoptère ou pilote d'avion léger, on va dire, de transport. Donc je vous laisse aller sur le site pour voir un petit peu de quoi il s'agit, mais on est dans le même ordre d'idée que la marine ou que l'armée de l'air. Et puis vous avez également la gendarmerie qui propose. Alors la gendarmerie c'est un petit peu différent puisque c'est pas forcément des officiers qui sont aux commandes des hélicoptères, les EC-135 que vous voyez, mais c'est des sous-officiers et qui sont aussi formés donc en même temps que les pilotes d'hélicoptères de la LAT, de l'armée de terre. Donc qui suit ces cursus-là et qui se retrouvent derrière, qui font carrière aux commandes des EC-135 qui interviennent, qui font de la recherche, qui font du sauvetage, qui font de la surveillance sur les autoroutes, tout un tas de choses. Voilà en gros pour ces formations-là qui sont un peu plus gratuites. Et puis maintenant on va rentrer dans le domaine qui fâche, c'est-à-dire les formations privées. Les formations privées, il y a 2 techniques. Il y a soit l'école professionnelle, alors je ne ferai pas de publicité volontairement dans ce stream, on ne va pas faire de pub plus pour l'un ou pour l'autre, mais sachez que des écoles de pilotes de ligne existent, pilotes professionnels, pilotes de ligne existent, il y en a un paquet en France, qui ont des réputations plus ou moins affirmées. C'est celle-ci. Et hop, d'ailleurs on va revenir ici et là. Voilà, comme ça on revoit notre ami Jean qui nous a rejoint. Oui. Donc école professionnelle, on a dit sur un cursus d'à peu près 24 mois. Oui, c'est bon. Parfait. Cursus de 24 mois à peu près, 80 000, 100 000 euros sur 24 mois avec la TPL théorique, donc le pilote de ligne théorique, donc des bouquins. Hein, vous avez ça d'épaisseur de bouquins à intégrer pour répondre aux questions. On parlera de la pertinence des questions dans un autre stream, puisqu'il y a beaucoup à dire sur les questions de la TPL théorique. Et derrière, vous avez une formation pratique. Donc elle est valable aussi pour des gens qui n'ont jamais volé. Dans l'idéal, pensez quand même à faire un cartel de l'air, vol d'initiation, c'est le top, pour vérifier que tout va bien et que c'est bien votre élément. Et que ça vous plaît, quoi. Voilà, si vous mettez 80 000 euros sur la table et que c'est pas votre élément, ça va être un petit peu complexe. Je le dis parce que c'est arrivé. C'est totalement arrivé que des gens se disent « Ah ouais, moi je vais faire ça » et se retrouvent là en disant « Finalement, c'est peut-être pas pour moi ». Ça arrive, ça arrive. Donc assurez-vous de ça auparavant, évidemment. Allez dans un aéroclub, faites un vol d'initiation, vous voyez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Toi, c'est bon pour toi, Jean, ça? Ah, moi, c'est très clair. Ah oui. Ça, enfin, je ne mettrai pas 100 000 euros, hein, mais... Non, voilà. Mais et toi, c'est pas pour être pilote de ligne? Non, c'est un peu tard maintenant, c'est sûr, mais oui, pour mon plaisir, je vais faire des petits vols. Oui. Ouais. Est-ce que... Alors oui, c'est pas parce qu'on a vomi qu'on peut pas devenir pilote, évidemment. Évidemment, c'est de l'accoutumance, c'est comme le mal de mer en bateau. Oui, hein. Mais si il continue à vomir pendant des années, c'est pénible. Ah ben oui, mais dans ces cas-là, et Nico ne vomit plus depuis un certain temps. Nico, il vomit plus. Bon, non, on avance. C'était mon cas, il dit c'est mon cas, donc ça ne l'est plus. Bon. Donc c'est possible. Donc derrière, vous démarrez la pratique, pilote professionnel, ensuite la qualification de vol aux instruments,
Et derrière, les fameuses QT, les UPRT, formation pilotage en équipage, qui vont donc achever cette formation et être capables, vous donner la possibilité d'être embauchable dans des compagnies. Donc évidemment, c'est les formations qui sont les plus chères, 100 000 €, vous doutez bien. Alors ça c'est 100 000 €. Bon, mais alors maintenant, pour quelqu'un comme moi qui veut voler, qui veut le petit brevet, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Le brevet de pilote privé. Le brevet de pilote privé. On y arrive là, c'est ça? Oui. Alors, combien ça coûte? Eh bien, j'ai envie de te dire que ça dépend. Ah. Eh oui, ça dépend. La filière de base, ça va être la filière qu'on va nommer d'aéroclub. Filière d'aéroclub, c'est des aéroclubs qui sont pour la plupart du temps associatifs, donc association à but non lucratif, donc pas forcément faire de l'argent, etc. Donc ça garantit quelque part des prix pas très élevés. Ça veut dire qu'on peut se sortir un pilote privé, allez, entre 8 000 et 14 000 € pour des écoles qui vont mettre des avions beaucoup plus gros. Par exemple, je pense à la région parisienne où il y a des gros aéroclubs avec des avions qui consomment beaucoup. Il y a possibilité de le faire. Du coup, c'est plus cher. Pour plus cher. Nico qui nous dit 6 000 € par exemple. 6 000 €, c'est faisable. Bien, ouais. Après, j'ai envie de vous dire que le coût va dépendre aussi de votre implication. Parce que dès lors qu'on n'est pas dans des filières professionnelles, on a plutôt tendance à espacer les séances. Et si on espace les séances, on progresse moins vite. Et le moins on progresse vite, le plus ça coûte cher. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, 6 000, 8 000, ça peut monter à 10 000, 12 000. Voilà. Donc l'idéal quand même, c'est de vous renseigner sur les sites internet des différents aéroclubs et de voir si celui qui est le plus proche de chez vous, combien il propose la formation de brevet de pilote privé. Je crois, oui, 14 000, c'était en allant quasiment tous les jours. C'est ça. C'est ça. Dans les écoles professionnelles, 5 ou 6 fois par semaine. Voilà, vous avez la possibilité de passer des brevets de pilote privé, donc de rester pilote privé, mais dans un environnement plus professionnel. Alors, elles ne le font pas toutes, mais certaines le font. Et effectivement, ça sera quand même toujours plus cher, parce que c'est une société, c'est plus une association. Donc ça coûtera forcément plus cher automatiquement que, on va dire, qu'une filière aéroclub. Sachant que les filières aéroclubs, et ça il faut le dire, c'est cocorico, on est quasiment le seul pays, je crois même le seul pays européen, à fonctionner sous l'égide d'une fédération qui a des aéroclubs associatifs et qui permettent de voler. C'est pas du tout le cas ailleurs. Donc il faut le préserver, ça c'est plutôt intéressant. Bah oui, oui. Et ça coûte beaucoup moins cher, évidemment. Donc un pilote privé, ça se prépare. Allez, je vais demander, tiens par exemple à Claudie, en combien de temps, à ton avis, mon cher Alex, il faut pour former quelqu'un de 0 jusqu'à un brevet de pilote privé? Dites-le, Fred, Nico, à votre avis, combien de temps il faut? Combien de temps vous mettez pour former vos élèves? Voilà, on va faire plus simple. Comme ça, au moins, on est sûr. Ou vous qui êtes sur le chat, combien de temps vous avez mis pour arriver à votre brevet entre le moment où vous avez débuté et le moment où vous avez été qualifié de pilote privé? Combien de temps vous avez mis? Entre 6 mois et 1 an en club en général. Tu vois, c'est assez rapide. C'est assez rapide quand même, ouais. Voilà. Entre 6 mois et 1 an en club. Alors sous réserve, je suppose, de venir régulièrement. Souvent. Voilà, ouais. C'est une fois par semaine. Meute 159, 5 mois. 5 mois, oui, alors, 5 mois tous les jours, je suppose que c'était... Alors Meute, voilà, tu devais être un stagiaire assidu, je suppose, aux séances vol. Sachant que, évidemment, vous avez la partie théorique à préparer, et quand vous avez votre partie théorique, vous allez faire votre, oui, c'est ça. Votre pratique. Exact. Voilà, il faut être assidu. En même temps, c'est logique, plus on est assidu, plus on peut aller vite, quoi. C'est comme quelqu'un qui apprend le vélo. Voilà. Si on fait du vélo une fois tous les 3 mois, ça va être plus long que le gars qui en fait tous les jours. Et eux, c'est pour piloter des petits avions, c'est ça? Oui, là on est sur le PPL. Yeah. Donc ça va dépendre de la disponibilité de l'élève. Tout à fait, Fred. Tout dépend comment mon élève encaisse mes coups de pied aux fesses. Méthode pédagogique de l'ami Alex. Est-ce que tu veux voler avec Alex? Sans les coups de pied aux fesses. Ah bon? Ouais. Allez, 50 heures de formation avec 1 heure par semaine, ça fait environ 1 an. C'est ça. 52 semaines, donc ça fait environ 1 an. Ok, donc voilà. L'appréhension doit être extraordinaire, comme je te disais tout à l'heure, lorsqu'on fait son tout premier vol seul. Alors, tu parles comme un livre, Jean, parce que on a ouvert sur le serveur Discord une chambre spécifique et on demande d'ailleurs au chat de venir témoigner, puisqu'on vous prendra en visio pendant l'émission pour raconter votre premier vol solo. Ah voilà, ça j'aimerais bien ça, oui.
Donc n'hésitez pas à venir témoigner, à nous dire bah moi je suis ok, venez dans le Discord, hein, vous avez le lien dans la partie bio à propos en dessous de l'écran, vous nous rejoignez sur le Discord, vous allez dans la pièce témoignage pour des lives et là-dedans vous mettez bon bah moi ok, je suis ok pour parler de la première fois. Toute première fois tout seul. Voilà, donc venez nous en parler. Je suppose qu'on doit être évidemment prêt, si on nous laisse voler tout seul c'est qu'on est prêt, mais il y a tout de même une appréhension terrible, je suppose, au tout premier vol, tout seul, quoi. Je suis pas sûr. Je sais pas si... Le premier atterrissage, le premier... Enfin, tout, quoi, c'est... Je ne sais pas, en fait, très honnêtement, si tous les stagiaires se rendent compte que c'est aujourd'hui que l'élève va être lâché. Tu vois, surtout la première fois que l'on lâche un élève. Oui, en plus, quand c'est le premier lâché d'un instructeur de son premier élève. Ah bah là, oui. Là, on est encore dans un autre... Une responsabilité importante. Oui. Alors, tu vois, Meute 159, très intéressant, qui dit jusqu'à la rotation, donc au moment où l'avion décolle, petit stress, mais après ça passe. Ah bon, d'accord. On revient aux fondamentaux. Je me souviens d'avoir regardé le siège vide à côté. Ouais. Tout ça, c'est super intéressant, les amis. Venez dire, bah moi je suis ok pour discuter de ça. Mettez-moi à la limite dans le Discord un petit résumé très rapide et puis on en reparlera ensemble en live, on vous prendra les uns après les autres au cours d'une émission et vous viendrez témoigner de tout ça. Ça peut être super intéressant. On se rend compte qu'on a toujours tout en tête sans l'instructeur. Donc on parlait justement d'automatisation. Cette automatisation elle est évidemment fondamentale dans tout processus d'apprentissage. Hein. C'est de la répétition pour automatiser les choses. Plus on répète, plus on apprend, quoi. C'était le moment relativement tranquille, ouais. Tu vois, en vente arrière, donc l'avion a décollé et en vente arrière, et moment tranquille, et là on se rend compte qu'il n'y a personne à côté. Voilà. Et la question fondamentale, vous ne répondrez par oui ou par non plus tard quand on abordera le sujet, est-ce que vous avez eu droit à votre pseudo de baptême de vol solo après ou pas? Ça dépend des clubs. Ah. Voilà. Ok. Donc cette filière d'aéroclub, 1 an à peu près. Oui, bah ça va. Voilà. Enfin, 1 an, si on est assidu. Hein, si on est assidu, un peu moins. Même si on est plusieurs assidu. fois par semaine, quoi. Voilà. Est-ce que... on va demander ça aussi aux instructeurs. Est-ce que vous avez des stagiaires de tous les âges? Parce que c'est une des questions de Jean tout à l'heure. Eh oui, l'âge. Est-ce que l'âge est important ou pas? En quoi ça... Est-ce qu'on peut commencer de voler en étant en retraite, tiens, par exemple? Alors, je n'ai pas l'âge de la retraite, hein, je dis tout de suite. Hein. Non, mais évidemment. Mais voilà, de 14 à 80. Pourquoi 80, tiens? Est-ce qu'à 85, on peut pas? Pourquoi pas? Est-ce que si on a la classe médicale, 15 ans est vieux? Voilà, oui. L'avantage pour moi, c'est que c'était prévu. Le premier vol, c'était tout seul. Ah, oui, d'accord. C'est mon plus vieux. Ah d'accord, donc tu vois, il y a Claudie, 80. Il a un stagiaire, un élève qui a 80 ans. Bon, j'ai de la marge alors, ça va. Donc tu vois. Après, c'est une question encore une fois de budget d'investissement et voilà. Est-ce que on va dire les origines, pas d'origine sociale, mais est-ce que les prérequis, on va dire, de ces stagiaires-là sont standard, on va dire? Est-ce que c'est des gens, c'est pas forcément des gens qui ont eu un métier très important? Pas forcément. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui... il y a tous les horizons. Même 15 000 euros, j'ai envie de dire que tout le monde peut s'arranger pour avoir un petit crédit ou... Enfin, ou économiser. Ou économiser en travaillant pour avoir 15 000 euros. Ouais. Et après, c'était aussi dans l'apprentissage en fait de tout ça. Il suffit, c'est pas la peine, on a dit tout à l'heure, d'avoir un diplôme d'ingénieur. Ouais, je pensais vraiment qu'il fallait plus d'études que ça. Là, apparemment, un niveau bac suffit. Alors, pour les brevets de pilote de ligne, mais il n'y a pas forcément de niveau minimal. Enfin, on va dire qu'il faut un bon niveau de 3e pour un PPL. D'ailleurs, excellent, Alex qui nous dit les jeunes peuvent avoir des bourses pour passer le LAPL, qui est le stade avant le PPL, ou le PPL. C'est bien, voilà. Jeune étudiant, commerçant, il y a un petit peu de tout. Donc, aucun problème. C'est ouvert à tous, c'est bien. C'est ça. Donc, c'est aussi une des filières possibles, moins chère. Et d'ailleurs, une fois ensuite qu'on a eu un PPL en club, on peut continuer de voler au sein de ce club pour augmenter ses heures, pour ensuite rebasculer dans une école professionnelle et repayer, on appelle ça du modulaire,
module par module, module de brevet de pilote professionnel par exemple, module de vol aux instruments, plutôt que de payer toute une formation complète, et ça coûte moins cher. C'est sûr. Voilà. Bon, c'est mon cas d'ailleurs, j'ai je fait vais ça. m'arrêter au vol 2 jours, moi, tu vois déjà. Il y a le vol de nuit également, effectivement, qui peut être abordé. Ça. Mais encore une fois, c'est séquence, c'est étape par étape. Voilà. Que dire d'autre encore? L'obtention du BIA facilite, je crois, au niveau du financement pour les jeunes. Oui, exactement. BIA, brevet d'initiation aéronautique, qui est dispensé dans certaines écoles, certains collèges ou certains lycées, et qui peut ouvrir en fait des bourses pour démarrer des heures de vol en aéroclub. Voilà. Donc ça, c'est possible, et je crois que c'est des options qui se choisissent au niveau du scolaire. Le PPL est accessible pour la plupart, surtout qu'en club, on paye souvent à l'heure de vol. Ça permet d'étaler les coûts. Ah oui. Donc effectivement, si vous volez 40 minutes ou 41 minutes, vous payez 41 minutes et pas l'heure, quoi. Et pas l'heure complète, quoi. Voilà. Et sachant qu'en plus, dans ces heures-là, la plupart du temps, vous avez le carburant qui est inclus. La plupart du temps. Voilà. Donc, on l'a dit, hein, possibilité formation intégrée complète. Donc là, ça coûte cher. Sinon, possibilité de passer par les aéroclubs, d'avoir du mûrissement, de l'expérience, ça coûte un peu moins cher. Ça peut permettre de voler avec sa famille, de se balader à droite à gauche. C'est extraordinaire, je crois. Voilà. C'est extraordinaire. Pour ensuite, pour ceux qui le veulent, passer dans le professionnel et monter comme ça. L'aéroclub reste une excellente école pour continuer derrière en modulaire, CPL, ATPL, et moins cher, bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Anciennement, bébé, c'était le brevet de base. Ça, c'était, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Ok. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on a fait quand même un petit peu le tour de tout ça. Je ne suppose que vous n'avez pas forcément des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la séquence suivante. À savoir, non, on ne va pas faire la séquence suivante. On a un dernier petit quiz à faire. Juste un petit quiz d'évaluation de niveau, de logique, pour voir si finalement vous n'avez pas de contre-indication. Ah, anciennement B. Alors Jean, ça va être la question. Ben, ce qu'on va faire, on va faire ensemble le petit questionnaire. Voilà. Aéroquiz final. Alors, c'est plus un questionnaire, question-réponse, un questionnaire par point. D'accord? Et à la fin de ce questionnaire, on regardera un petit peu. Alors, c'est des questions qui sont logiques, on va dire. Ça. Elles font partie du brevet de pilote privé avion. Ok. Pas professionnel, pilote privé. Voilà. Donc là, vous devez avoir sur vos écrans les règles du jeu qui s'affichent. Si tout est OK pour vous, on va pouvoir démarrer le quiz final. 10 questions. Alors Jean, oui, c'est pour savoir si tu t'y mets après ou pas, je suppose. Ah oui, c'est clair que ça fait des années que je dis que je veux faire ça, et depuis que je connais bien sûr Sébastien, ça m'a redonné l'envie de précipiter les choses, et je vais m'y mettre courant 2022 sûrement, quoi. Est-ce que tu crois que tu pourrais monter, on va dire, des sortes, pas de ligne privée, mais un aéroclub VIP où tu pourrais emmener sur des tournages des amis. Ah, pourquoi pas. Ça pourrait être drôle, ça. Oui, et puis, ouais. Puis là où j'habite, il y a plusieurs aérodromes. Oui. Plusieurs. Et puis, oui, il y a des gens que je connais qui aimeraient bien ça, sûrement. Ouais. Et en plus, si les tournages sont plutôt sur Paris, ça fait quand même des distances à parcourir. Ah ouais, qui peuvent être assez sympa en navigation. Je ne sais pas, à vol d'oiseau, combien il y a de kilomètres entre par exemple, l'aérodrome de La Mole et puis un petit aérodrome parisien. Côté de Paris, en heure de vol, je dirais qu'il y a 2h30, 3 heures de vol. Hein. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais après, c'est pour le plaisir de le faire soi-même. C'est très tentant, quoi. C'est sûr, c'est tentant. Ouais. On lance le quiz, les amis. Alors, question numéro 1. Bon, Jean, toi, tu as les réponses. Ah oui, c'est plus facile du coup. Voilà, c'est plus facile. Pour quelle raison embarque-t-on les passagers par le côté gauche des avions de ligne, les amis? C'est une bonne question, à votre avis. Pourquoi? Pour que le commandant de bord puisse suivre l'embarquement. Première proposition. Parce que Napoléon était gaucher. Deuxième proposition. Pour des raisons d'évacuation en cas de crash. Troisième proposition. Ou parce que les socialistes ont pris le pouvoir sur l'aéro. Alors, à votre avis, où est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Eh bien, tu vois, pour que le commandant de bord suive l'embarquement, eh ben non, c'est parce que Napoléon était gaucher. Et oui. Pourquoi? Eh ben en fait, Napoléon était gaucher, donc du coup, en fait, il avait l'habitude de tenir son arme de la main gauche,
de monter sur le cheval à partir de la gauche. Et du coup, en fait, on a gardé ça quand les Anglais ont repris en fait, tout le système. Ça vient de là, c'est parce que Napoléon était gaucher. Jamais j'aurais répondu ça. Hein. Eh oui. Ouais. Question suivante. Ouais, on apprend des choses dans la zone aéro, mine de rien. Question numéro 2. Ah, voilà, c'est pour toi ça, Jean-Celle. Votre batterie a une capacité de 30 ampères par heure. 30 ampères heure. Elle peut fournir 60 ampères pendant 2 heures, 10 ampères pendant 3 heures, 10 ampères pendant 20 minutes, donc un tiers d'heure, ou bien 2 ampères pendant 60 heures. Alors, vous savez ça, vous? Déjà, est-ce que vous avez des batteries? Bah oui, sur les téléphones, non. Alors, à votre avis, comment allez-vous résoudre ce petit problème de batterie? On regarde ensemble. Ah, 4 et 1. 4 et 1. Donc déjà, on peut enlever les 60 ampères pendant 2 heures. Et on peut enlever les 10 ampères pendant 20 minutes, un tiers d'heure. La bonne réponse, évidemment, de 10 ampères pendant 3 heures, 30 ampères par heure. Donc elle peut livrer 30 ampères par heure, ce qui fait 10 ampères pendant 3 heures. Simple. Mais ça, c'est une question, c'est une question du PPL. Hein. D'accord, ça c'est vraiment de la pure logique. Enfin, c'est même du... Ouais, c'est de la logique. Donc rien de compliqué. Ah, une augmentation de l'altitude. On va faire avec le schéma. Une augmentation de l'altitude entraîne une baisse de puissance des moteurs. On parle là-dessus, on ne parle pas des avions de ligne, des avions à réaction, mais des avions d'aéroclub. On est d'accord, ceux qui fonctionnent avec ça. Hop, ici, là. Ok. Des avions à hélice, classiques. Une augmentation d'altitude entraîne une baisse de la puissance moteur qui est due à une diminution de la température, une augmentation de la densité de l'air, l'augmentation du pourcentage d'oxygène dans l'air, ou bien une diminution de la densité de l'air. Est-ce que tu as pas du tout. Pas du tout. Non, j'aurais pas su. Évidemment, une diminution de la densité de l'air. On va procéder par élimination. La baisse de puissance, diminution de la température, non. L'impact de la température est négligeable à ce niveau-là. Augmentation de la densité de l'air, non. L'avion, il monte. Donc, on sait que le plus on monte, le plus la densité de l'air diminue. C'est pour ça que les alpinistes... Là, tu viens de donner la réponse, du coup. Oui, mais ça y est, ils l'ont vu. Ah oui. Ils l'ont vu. Donc l'augmentation de la densité de l'air, non, puisque le plus on monte, le plus la densité de l'air diminue. L'augmentation du pourcentage d'oxygène, non, le plus on monte, le plus... Enfin, le pourcentage... Il y a moins d'oxygène. C'est pas qu'il y a moins d'oxygène, il y en a autant. Mais par contre, la pression partielle de l'oxygène diminue. Mais il y en a toujours autant. Il y en a 20% au sol, il y en a 20% là-haut. Sauf que le plus on monte, la densité diminue, donc la proportion, si on veut, la pression partielle de l'oxygène diminue. Donc ça peut être qu'une diminution de la densité de l'air, puisque pour le cas c'est égal. Le plus on monte, le plus la densité de l'air diminue. Question suivante. Question numéro 4. La condition la plus pénalisante sur la distance de décollage est une masse élevée de l'avion et un vent de face, une masse élevée de l'avion et un vent nul, une masse réduite de l'avion et un vent nul, ou une masse réduite de l'avion et un vent de face. Donc là, il y a tous les cas. Donc imaginez l'avion avec des passagers à bord. Est-ce qu'il faut qu'il soit plein ou vide pour augmenter la distance de décollage? Ou est-ce qu'il faut du vent ou pas de vent pour augmenter ou raccourcir la distance de décollage? Tout le monde a répondu. Pour toi, Jean? Enfin, moi je vois la réponse, mais j'aurais pas dit ça. Moi j'aurais dit la première, tu vois. Tu aurais dit la première, une masse élevée, un vent de face? Ah oui. Il y a deux paramètres contre, quoi. Eh ben non. Ah oui. C'est une masse élevée, un vent nul. Pourquoi? Parce que le vent de face va déjà donner quelque part une vitesse relative de l'air à l'avion. Alors que si le vent est nul, il ne compte que sur ses moteurs. C'est vrai, j'ai pas... Tu vois? Alors il y a des petites subtilités comme ça, il faut s'y faire, il faut tomber dessus une fois. Merci pour les révisions de perfo. Avec plaisir. Donc, masse élevée, effectivement, vu qu'il est plus lourd, il faudra plus de vitesse. Ça, d'accord. Et donc, avec un vent nul, c'est pas du vent de face. Et par contre, si on avait eu un vent contraire, ce qui se fait pas dans la vraie vie, de toute façon, effectivement, ça aurait été encore plus compliqué.
Question numéro 5. Les amis, un avion décroche à 80 km/h en configuration atterrissage. Pas de turbulence, vent nul. Quelle vitesse on va adopter à l'approche? Donc quelle vitesse allons-nous prendre si notre avion décroche à 80 km/h? Bon là je vous avoue qu'il faut savoir la petite formule qui va bien. Oui, là... Voilà. Alors dans les réponses on a 160 km/h. Donc c'est le double. Hein. On a 80 km/h, la même. 105 km/h et 90 km/h. Ben là Nico, on pourrait les convertir en nœuds, mais la proportion est la même. Hein. Donc... Non, t'as pas la... Ah, moi j'ai aucune idée, puisque c'est une formule mathématique sans doute, et je la connais pas. Alors dans les petites astuces qu'on peut voir, c'est pas de turbulence et vent nul. Bonne réponse, la 405 km/h. La vitesse d'approche généralement préconisée, c'est 1,3 de la vitesse de décrochage de la configuration, 1,3 de VS. Donc, si on multiplie 80 par 1,3, on tombe sur 104. 3 fois 8, 24, 80 plus 24, 104. Donc on prend 105. Voilà. Voilà, si on sait, c'est pas plus compliqué. Il faut savoir la formule, voilà. C'est sûr. Mais c'est pas plus compliqué que ça, hein, ce qu'on demande en termes de calcul. Donc tu vois que... Ça va, c'est faisable. En termes de mathématiques, c'est tout à fait faisable. Ah, le plan de référence utilisé pour les calculs de centrage de l'avion, c'est-à-dire le déplacement en fait, du centre de gravité, comment est-ce qu'on le calcule à l'intérieur de l'avion? Est-ce que c'est le siège du pilote? Est-ce que c'est la cloison pare-feu qui est derrière le moteur? Est-ce que c'est l'extrémité avant du fuselage? Ou est-ce qu'il est tout simplement déterminé par le constructeur de l'avion? À votre avis? À votre avis, est-ce que le plan de référence est toujours calculé selon ces 4 propositions? Et on vérifie, déterminé. Ils sont bons, hein? Ils sont bons, ouais. Déterminé par le constructeur. Alors, la cloison pare-feu, évidemment, ça, très souvent, enfin, comment dire, on l'a entendu, mais c'est une fausse idée. C'est déterminé toujours par le constructeur. Par contre, le constructeur peut très bien dire, bah moi, mon calcul, je le calcule à partir de la cloison pare-feu. Pourquoi pas? Mais effectivement, c'est déterminé, c'est même marqué sur les fiches. L'extrémité avant du fuselage, non. Non plus. Question suivante. Question numéro 7. 3 questions avant la fin. En approche, le braquage des volets. Pas les ailerons en bout d'aile, les volets pour l'approche. Augmente la vitesse et diminue la distance d'atterrissage. Alors après ce qu'on a discuté tout à l'heure, je pense que tu auras la réponse. Augmente la vitesse et la distance d'atterrissage, diminue la vitesse et la distance d'atterrissage, ou diminue la vitesse et augmente la distance d'atterrissage. À votre avis? En approche, le braquage des volets permet de quel impact sur la vitesse et quel impact sur la distance d'atterrissage? Misclick, quelle erreur? Ah, c'est parce que c'est tard, Seb. On t'en veut pas, rassure-toi. Mon cher agent. On en a parlé tout à l'heure, et donc effectivement, c'est diminuer la vitesse et la distance de l'atterrissage. Voilà. Ouais. Pourquoi? Ben, diminue la vitesse, on a plus de portance. Vous vous souvenez de la formule de Bernoulli, 1/2 de rho S V carré CL. Donc si on augmente la courbure de l'aile, et on en a parlé avec Michael aussi, si on augmente la courbure de l'aile, tout à fait, on va réduire quelque part la vitesse nécessaire pour une même portance. Et effectivement, si on arrive moins vite, eh ben on va rouler moins longtemps. La distance est plus petite. Ouais. Ah, c'est logique. Question numéro 8. Le cône d'hélice. Alors si on enlève le misclick de Seb, c'était un 100%. Oui, réponse. Mais là, t'es vraiment pure logique. Là. Le cône d'hélice. Vous voyez ce que c'est que le cône d'hélice devant l'hélice. A pour fonction de refroidir le moteur par défection des filets d'air. Pourquoi il me l'a mis comme ça? Bon, première proposition. De réguler le régime moteur, d'éviter le givrage de l'hélice ou de renforcer la fixation de l'hélice. Bonne question. Ça, je peux pas y répondre moi, pour le coup. Tu vois ce que c'est que le cône d'hélice? Oui, ouais, c'est... Donc qui est devant, qui est devant l'hélice. Ouais. Refroidir le moteur par défection des filets d'air, renforcer la fixation de l'hélice, éviter le givrage de l'hélice,
sont dans les conditions suivantes, ou de réguler le régime moteur. Tu aurais dit quoi, toi? Rien, parce que là, j'ai aucune idée. Non. Mais c'est Eh encore bien, bon, hein. c'est refroidir le moteur par les déflexions des filets d'air. On imagine que le cône d'hélice, c'est... je peux pas le voir là, je vais le mettre ici. Hop. Le petit... ça, en fait, l'hélice, on va dire que l'hélice, elle est là. Voilà, et on a le cône d'hélice. Et effectivement, quand l'air va venir là, il va être guidé autour du cône d'hélice pour rentrer, en fait, dans les ailettes de refroidissement qui vont le guider autour du moteur pour refroidir le moteur. Voilà. Donc déflexion des filets d'air, ça refroidit le moteur et ça ressort derrière. Et on peut même en garder une partie pour réchauffer, par exemple la cabine de l'avion, faire un chauffage. Ok, donc givrage rien à voir, renforcer l'hélice non plus, et réguler le régime moteur non plus évidemment. C'est fait pour piloter des avions nez pointus. Aussi. Question suivante, question numéro 9. L'horizon artificiel donne les mêmes informations que l'horizon naturel, l'ensemble altimètre, variomètre, indicateur de virage, l'ensemble variomètre, indicateur de virage bille, l'ensemble altimètre, variomètre. Pour rappel, altimètre, ce qui donne l'altitude, Oui. variomètre, ce qui donne la vitesse verticale en montée ou en descente, l'indicateur de virage qui va nous indiquer le taux de virage à droite ou à gauche, la bille qui nous indique le dérapage de l'avion, si on vole en crabe ou pas, et voilà. Donc lequel correspond à ça? Là, je pense qu'il n'y aura que des bonnes réponses. Ah non, 2 mauvaises réponses. 2 mauvaises réponses. L'horizon artificiel donne les mêmes informations que l'horizon naturel. Théoriquement, d'ailleurs, quand on commence à piloter et qu'on vole à vue, on vole en regardant dehors par rapport à l'horizon qui nous permet de savoir si on est à plat ou pas à plat, si on voit défiler ou pas défiler. Donc, quand on ne voit pas dehors, on utilise un instrument qui est donc artificiel, donc c'est l'horizon artificiel. Dernière question les amis, on aura terminé ce petit quiz pour voler en solo. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Vous devez subir un examen médical. Premièrement, auprès d'un médecin du sport. Deuxièmement, dans une clinique aéropascale. Salut Thomas Pesquet. Chez un médecin agréé ou un centre spécialisé. Oui, c'est là. J'ai du mal à m'y faire. On salue Thomas Pesquet. Chez n'importe quel médecin. Alors, votre pour voler avis? en solo, vous devez subir un examen médical. Médecin du sport, clinique aérospatiale, médecin agréé ou centre spécialisé, n'importe quel médecin. Donc là, pour voler en solo, on est d'accord que c'est PPL. Hein. Voilà, on est tout seul dans l'avion. Tu aurais dit? J'aurais dit la bonne réponse, moi. Tu aurais dit la bonne Ouais. réponse. Ça me semble logique. Voilà. Donc la bonne réponse, chez un médecin agréé ou un centre spécialisé, on en a parlé tout à l'heure. Médecin spécialisé, c'est spécialisé aéronautique. Vous allez sur le site de la Fédération Française Aéronautique et là-dessus, vous tapez liste des médecins spécialisés, ils sont référencés d'ailleurs. Ce sont des fois des médecins généralistes qui peuvent vous délivrer une classe 2 pour démarrer un brevet de pilote privé. Donc ça, sans aucun problème. Et pour les pros, le centre spécialisé qui s'appelle un CEMPN, Centre d'expertise médicale du personnel navigant, qui peut être civil ou militaire et qui lui fait des classes 1, donc des visites pour les professionnels, Top. avec des renouvellements tous les ans. Bravo. On regarde les résultats tous ensemble. C'est parti. Claudie, tu vois, encore lui. Encore lui. Claudie, 83 736, suivi de Mutt. Dave, très belle remontée de notre ami Dave Jeanlin. Ce que je remarque, c'est encore contestant le dernier. Ah bah oui, mais il y a 4, 5 et 11. Ils n'ont pas mis leur nom, les amis. Donc du coup, Ah oui. on ne sait pas. Ah oui. Fingergold, moins 20. Alors, non, c'est pas possible. Tout à l'heure, tu vois. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il faudra faire des cours à Fingergold. Il n'est pas prêt de voler, hein. Ah, il va falloir prendre un petit peu de temps. Mister Simu, Il faut voilà. qu'il révise, hein, Fingergold. Hein. Ok, bravo, bravo, bravo. Écoutez les amis, merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'avoir ensemble discuté un petit peu autour
du pilotage. Merci à Jean de nous avoir rejoints pour cette zone aéro. Mais avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'on a pu répondre à une partie des questions? Quasiment toutes dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. D'accord. Absolument, c'est plus clair. Et je reviendrai pour les premiers vols solo. Alors, peut-être avec notre ami Claudie, parce que du coup, comme c'est le numéro 1, oui, voilà. Peut-être que... Ça va être bien. Alors, on va les réviser, c'est tout à fait ça. Les amis, je lance la séquence foire aux questions et on clôture l'émission. Si vous avez des questions diverses et variées sur des sujets abordés ou ce genre de choses, on peut le faire pendant la séquence foire aux questions. On lance le jingle tout de suite. Séquence remise de gaz. Donc votre séquence, si vous souhaitez intervenir, participer, dire ce que vous pensez de l'émission, en bien, en mal, ce que vous souhaiteriez voir améliorer, n'hésitez pas à le faire, cette rubrique est là pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le forum Discord de l'émission. Pour ce faire, vous allez en dessous de la vidéo, dans la partie bio, vous cliquez sur le lien, vous nous rejoignez sur le Discord, venez poster vos photos de vol, il y en a quelques-unes. Ça fait plaisir, on voit d'où volent les gens, des paysages super sympas. Venez poser vos questions, venez aussi témoigner de vos expériences, c'est fait pour ça. Et vous pouvez également suivre le programme à venir sur le Discord de l'émission. Merci à Seb59, RX, pour le lien qui apparaît maintenant. Vous cliquez sur le lien Discord là et vous arrivez sur notre Discord personnel qui est le vôtre aussi. Si, je voulais vous montrer, alors vous allez peut-être le voir ici. Regarde, hop, là, tu vois, ici, là. Vous voyez ici, c'est les stickers de la zone aéro. Les nouveaux stickers qui sont arrivés cette semaine. Donc, on en a fait un certain nombre, voilà. Ils sont pas très grands, ils font 4 cm, je crois, de large. Et, écoutez, on va en faire gagner dans les prochaines émissions. On fera gagner du stickers la zone aéro. Et on vous les enverra chez vous. Et c'est plutôt cool, comme ça vous pourrez les mettre sur vos iPads, sur vos casques, où vous voulez. Les stickers de la zone aéro sont arrivés en tout cas, et ça fait plaisir. La store aussi, le store de la zone aéro a été lancé, il y a eu un premier jet, on a refondu un peu les modèles, je vous invite à aller y faire un petit tour. Vous avez le lien également dans le Discord, rubrique boutique je crois, boutique de la zone. Enfin vous allez voir à gauche là, dans les trucs, et vous avez un lien. Ils ne sont pas sur la boutique les stickers, non. Les stickers ne sont pas sur la boutique, on les fera gagner dans un premier temps. Et en fonction du nombre d'abonnements, qu'on espère voir croître au fur du temps, merci à toutes celles et ceux encore qui sont abonnés, là voilà la boutique. Et ben vous avez tout un tas de modèles, des modèles pour les filles, des modèles pour les garçons. Il y a des verres à bière, des mugs, il y a des serviettes, il y a des coques de téléphone, il y a plein de choses aux couleurs de la zone aéro. Sachez que si vous achetez sur le store, non seulement vous nous faites de la pub via les articles, mais en plus de ça, vous financez aussi le stream et donc tous les sujets qu'on va traiter. Et il y en a un paquet qu'on a en tête et qui devrait être assez sympa. Voilà, donc allez y faire un tour, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Tout se fait à distance, c'est pas nous qui gérons les commandes ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Donc n'hésitez pas à arborer vos couleurs de la zone aéro. Un petit merci pour les subs. Les subs de séjour. Je pense donc à Mister Simu qui a pris tout à l'heure un abonnement niveau 1 pour un mois. Je pense à Aviateur 59, hop, je vais les mettre ici, les abonnés, hop, comme ça je le vois mieux, hop, voilà, ils sont ici. Alors, Mister Simu, on l'a dit, Aviateur 59, Gazemera qui s'est abonné la semaine dernière avec Prime, c'est 59 RX bien évidemment, Fred qui a son abonnement, Dave Jeanlin, Kembis 971 et Jurden qui sont donc les abonnés de la chaîne. Voilà, merci à toutes et tous. Merci encore une fois Jean d'avoir partagé ces petits instants. Mister Simu offre un abonnement niveau 1 à la communauté. Et ben merci Mister Simu à toi qui vient d'offrir un abonnement à Monsieur Alex, à Claudie 1521. Quel bonheur. Et c'est un plaisir en plus, étant donné que Claudie était le number one des quiz de la soirée. Absolument. Donc merci à Mister Simu d'offrir le lot de ce soir à notre ami Claudie 1521 71. Merci Mister Simu à toi. Allez voir sa chaîne. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hop, le SO
Mister Simu. Voilà. Non, ça l'a pris ou pas? Non, ça l'a pas pris. Je vais vous l'envoyer. Hop. Voilà l'alerte qui arrive que maintenant. Avec le logo de Top Gun. Petite signature de Top Gun. Découvrez Mister Simu sur sa chaîne. www.twitch.tv Mister Simu. Si vous aimez la simulation réelle, en plus, assez réelle des vols, allez y faire un tour. Vous allez voir, c'est super bien fait. Et il a aussi un Discord, donc allez faire un tour, vous allez voir. C'est super sympa. Bon, bah écoute, on va clôturer sur cette émission. Le temps pour moi de vous annoncer donc que la semaine prochaine, nous serons le 25. Semaine prochaine, nous aurons 2 invités dans la zone. Si vous êtes amateur de météorologie, je vous invite à nous rejoindre puisqu'on va parler de cumulonimbus avec Hélène, qui est notre météorologue de la zone, qui viendra nous parler de la vie d'un cumulonimbus. Comment est-ce qu'un orage se forme, se développe, fonctionne et comment il disparaît derrière. Et elle nous parlera de ça. Et c'est super intéressant, surtout que quand Hélène explique quelque chose, on comprend tout. Donc, si vous êtes amateur de ça, venez nous joindre parce qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet des orages. Comment, pourquoi, quel impact sur la navigation aérienne, etc. Et le deuxième invité de la semaine prochaine, ce sera une émission peut-être comme ce soir un peu plus longue, on recevra Stanislas Charer qui est pilote convoyeur. Alors son job à lui, en plus de l'instruction, parce qu'il est aussi instructeur, c'est de récupérer des avions privés qui sortent de fabrication, qui sont en vente, et de les emmener à leur propriétaire, qui souvent est aux États-Unis. Donc, il passe son temps, en fait, à se balader dans des petits avions, à passer par le pôle Nord et compagnie, alors j'exagère un peu, mais par le Groenland, etc., pour redescendre du côté des États-Unis, et son job, c'est de faire ce genre de choses-là. Et on en parlera la semaine prochaine, on l'aura en visio, Stanislas, il sera entre 2 avions, et il m'a dit, ok, pour la semaine prochaine, on se rejoint. Donc, si vous voulez découvrir un peu son parcours, venez, c'est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, donc la semaine prochaine, c'est le 18, c'est ça? Donc, le 18, Hélène... Ah oui, c'est le 18. C'est le 18, c'est pas le 25, c'est le 18. Le 18, Hélène pour les orages et Stanislas pour pilote convoyeur. Et le 25, cette fois-ci, on retrouvera Cédric Coffignal qui est TKI, donc Theoretical Knowledge Instructor, instructeur de pilote de ligne, notamment sur tout ce qui est structure des avions. On parlera fuselage, on parlera contraintes sur les fuselages, composition des fuselages d'avions, et il va nous expliquer un petit peu en détail comment est-ce que c'est foutu, comment est-ce que ça résiste à la pression extérieure, à la température, à la pressurisation et ce genre de choses. Très bien. Si ça vous intéresse, ce sera le 25. Voilà le programme du mois de mai, j'espère qu'il vous convient. Sinon, n'hésitez pas à le dire et à venir proposer des sujets dans le Discord. Il me semblait que c'était dû aux premiers avions qui étaient des hydravions et qui ont copié la même réglementation que les bateaux. De quoi on parle? De quoi on parle? Si Claudie, tu peux nous dire? Parce que là, on parle de quoi? Il y a quelque chose que j'ai pas lu. De la conception de la conception des fuselages? Oui. Ah, il parle avec Nico, d'accord. Ok, ça marche. Voilà, donc pour le programme de la zone aéro à venir, on aura également, ça sera pour le mois de juin, rencontre aussi avec des pilotes qui seront ici dans la partie. Et on attend aussi notre parrain, peut-être que dont on a entendu parler, Bernard Chabert. Oui. Pégase, France 3 à l'époque. Ah oui, oui. Voilà, donc Bernard Chabert, qu'on devrait aussi avoir incessamment sous peu dans l'émission, qu'on devait déjà avoir la dernière fois et qu'on a loupé. Et voilà, on réorganisera un petit peu tout ça. Et il y aura aussi une autre surprise avec quelqu'un de la télévision il y a quelques années. Voilà, on laisse la surprise, je te le dirai, hors antenne. Tout à l'heure. Voilà. Écoutez, on laisse l'antenne, 22h20, je crois que c'est l'émission la plus longue qu'on ait faite jusqu'à présent. 1h50. Eh oui. 1h50 d'émission. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30 dans la zone, avec Jean, peut-être qu'il sera connecté. Je serai là. Voilà. Rappelle-moi le sujet la semaine prochaine déjà. La semaine prochaine, c'est Hélène pour les orages. Les nuages. Et Stanislas qui fait le petit convoyage. Je vais écouter. Ouais. Rejoignez-nous sur le Discord, allez faire un tour sur le store. Merci aux subs, merci aux followers. Partagez s'il vous plaît, partagez le lien de l'émission
à vos connaissances sur les réseaux sociaux. On a fait des publicités un peu sur Facebook, vous avez dû voir apparaître les liens de l'émission. Partagez ça dans vos clubs, partagez ça autour de tous les passionnés, puisque c'est comme ça qu'on fait grossir la communauté de la zone aéro et qu'on promouvoit quelque part l'activité de l'aviation en France. Ouais. Donc merci à toutes et tous, rendez-vous la semaine prochaine, bonne soirée, portez-vous bien, comme on dit dans le jargon, fly safe. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, dans la zone. Passez une très bonne soirée. Merci Jean encore. Merci à toi et à très bientôt tout le monde. Et à la prochaine.